Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Chapitre 1. Le 24 mai 1863, un dimanche, mon oncle, le professeur Lidenbrock, revint précipitamment vers sa petite maison située au numéro 19 de Koningstrasse, l'une des plus anciennes rues du vieux quartier de Hambourg. La bonne Marthe dut se croire fort en retard, car le dîner commençait à peine à chanter sur le fourneau de la cuisine. « Bon, me dis-je, s'il a faim, mon oncle, qui est le plus impatient des hommes, va pousser des cris de détresse. »« Déjà, monsieur Lidenbrock » s'écria la bonne Marthe stupéfaite en entrebâillant la porte de la salle à manger. « Oui, Marthe, mais le dîner a le droit de ne point être cuit, car il n'est pas 2 heures. La demie vient à peine de sonner à Saint-Michel. »« Alors, pourquoi M. Lidenbrock rentre-t-il » ? Il nous le dira vraisemblablement. « Le voilà. Je me sauve, monsieur Alex. Vous lui ferez entendre raison. » Et la bonne Marthe regagna son laboratoire culinaire. Je restai seul. Mais de faire entendre raison au plus irascible des professeurs, c'est ce que mon caractère un peu indécis ne me permettait pas. Aussi, je me préparais à regagner prudemment ma petite chambre du haut quand la porte de la rue cria sur ses gonds. De grands pieds firent craquer l'escalier de bois. Et le maître de la maison, traversant la salle à manger, se précipita aussitôt dans son cabinet de travail. Mais, pendant ce rapide passage, il avait jeté dans un coin sa canne à tête de casse-noisette. Sur la table, son large chapeau à poils rebroussés, et à son neveu, ces paroles retentissantes. « Axel, suis-moi !» Je n'avais pas eu le temps de bouger que le professeur me criait déjà avec un vif accent d'impatience. « Eh bien, tu n'es pas encore ici ?» Je m'élançai dans le cabinet de mon redoutable maître. Otto Lidenbrock n'était pas un méchant homme, j'en conviens volontiers. Mais, à moins de changements improbables, il mourra dans la peau d'un terrible original. Il était professeur au Jehannaum et faisait un cours de minéralogie pendant lequel il se mettait régulièrement en colère 1 fois ou 2. Non point qu'il se préoccupât d'avoir des élèves assidus à ses leçons, ni du degré d'attention qu'il lui accordait, ni du succès qu'il pouvait obtenir par la suite. Ces détails ne l'inquiétaient guère. Il professait, subjectivement, suivant une expression de la philosophie allemande, pour lui et non pour les autres. C'était un savant égoïste, un puits de science dont la poulie grinçait quand on voulait en tirer quelque chose. En un mot, un avare. Il y a quelques professeurs de ce genre en Allemagne. Mon oncle, malheureusement, ne jouissait pas d'une extrême facilité de prononciation. Sinon dans l'intimité, au moins quand il parlait en public, et c'est un défaut regrettable chez un orateur. En effet, dans ses démonstrations au Jehannaum, souvent le professeur s'arrêtait court. Il luttait contre un mot récalcitrant qui ne voulait pas glisser entre ses lèvres. Un de ces mots qui résistent, se gonflent et finissent par sortir sous la forme peu scientifique d'un juron. De là, grande colère. Or, il y a en minéralogie bien des dénominations semi-grecques, semi-latines difficiles à prononcer, de ces rudes appellations qui écorcheraient les lèvres d'un poète.
Je ne veux pas dire du mal de cette science, loin de moi. Mais lorsqu'on se trouve en présence des cristallisations rhomboédriques, des résines rétine-asphalte, des gélénites, des fangasites, des molybdates de plomb, des tungstates de manganèse et des titaniates de zircone, il est permis à la langue la plus adroite de fourcher. Donc, dans la ville, on connaissait cette pardonnable infirmité de mon oncle, et on en abusait, et on l'attendait au passage dangereux, et il se mettait en fureur, et l'on riait, ce qui n'est pas de bon goût même pour des Allemands. Et s'il y avait toujours grande affluence d'auditeurs au cours de Lidenbrock, combien les suivaient assidûment qui venaient surtout pour se dérider aux belles colères du professeur. Quoi qu'il en soit, mon oncle, je ne saurais trop le dire, était un véritable savant. Bien qu'il cassât parfois ses échantillons à les essayer trop brusquement, il joignait au génie du géologue l'œil du minéralogiste. Avec son marteau, sa pointe d'acier, son aiguille aimantée, son chalumeau et son flacon d'acide nitrique, c'était un homme très fort. À la cassure, à l'aspect, à la dureté, à la fusibilité, au son, à l'odeur, au goût d'un minéral quelconque, il le classait sans hésiter parmi les 600 espèces que la science compte aujourd'hui. Aussi, le nom de Lidenbrock retentissait avec honneur dans les gymnases et les associations nationales. Messieurs Humphrey Davy de Humboldt, les capitaines Franklin et Sabine ne manquèrent pas de lui rendre visite à leur passage à Hambourg. Messieurs Becquerel, Ebelmen, Brewster, Dumas, Milne-Edwards, Sainte-Claire-Deville aimaient à le consulter sur des questions les plus palpitantes de la chimie. Cette science lui devait d'assez belles découvertes et, en 1853, il avait paru à Leipzig un traité de cristallographie transcendante par le professeur Otto Lidenbrock, grand in-folio avec planche, qui cependant ne fit pas ses frais. Ajoutez à cela que mon oncle était conservateur du musée minéralogique de M. Struve, ambassadeur de Russie, précieuse collection d'une renommée européenne. Voilà donc le personnage qui m'interpellait avec tant d'impatience. Représentez-vous un homme grand, maigre, d'une santé de fer, et d'un blond juvénile qui lui ôtait 10 bonnes années de sa cinquantaine. Ses gros yeux roulaient sans cesse derrière des lunettes considérables. Son nez long et mince ressemblait à une lame affilée. Les méchants prétendaient même qu'il était aimanté et qu'il attirait la limaille de fer. Pure calomnie. Il n'attirait que le tabac, mais en grande abondance pour ne point mentir. Quand j'aurais ajouté que mon oncle faisait des enjambées mathématiques d'une demi-toise, et si je dis qu'en marchant, il tenait ses poings solidement fermés, signe d'un tempérament impétueux, on le connaîtra assez pour ne pas se tromper friand de sa compagnie. Il demeurait dans sa petite maison de Königstrasse, une habitation moitié bois, moitié brique, à pignons dentelés. Elle donnait sur l'un de ces canaux sinueux qui se croisent au milieu du plus ancien quartier de Hambourg, que l'incendie de 1842 a heureusement respecté. La vieille maison penchait un peu, il est vrai, et tendait le ventre aux passants. Elle portait son toit incliné sur l'oreille,
comme la casquette d'un étudiant de la Tugendbund. L'aplomb de ses lignes laissait à désirer. Mais, en somme, elle se tenait bien, grâce à un vieil orme vigoureux encastré dans la façade, qui poussait au printemps ses bourgeons en fleurs à travers les vitraux des fenêtres. Mon oncle ne laissait pas d'être riche pour un professeur allemand. La maison lui appartenait en toute propriété, contenant et contenu. Le contenu, c'était sa filleule Groben, jeune Virlandaise de 17 ans, la bonne Marthe et moi. En ma double qualité de neveu et d'orphelin, je devins son aide préparateur dans ses expériences. J'avouerai que je mordis avec appétit aux sciences géologiques. J'avais du sang de minéralogiste dans les veines, et je ne m'ennuyais jamais en compagnie de mes précieux cailloux. En somme, on pouvait vivre heureux dans cette maisonnette de Königstrasse, malgré les impatiences de son propriétaire, car, tout en s'y prenant d'une façon un peu brutale, celui-ci ne m'en aimait pas moins. Mais cet homme-là ne savait pas attendre, et il était plus pressé que nature. Quand, en avril, il avait planté dans les pots de faïence de son salon des pieds de réséda ou de volubilis, chaque matin, il allait régulièrement les tirer par les feuilles afin de hâter leur croissance. Avec un pareil original, il n'y avait qu'à obéir. Je me précipitai donc dans son cabinet.